Bienvenue sur le podcast Les petits pas des grands entrepreneurs. Être entrepreneur, c'est tenir la distance pour atteindre ses objectifs, se renouveler, réfléchir, trouver des solutions. Je me demande quels sont les défis rencontrés par les entrepreneurs d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Je m'appelle Julie, je suis entrepreneuse et j'ai envie de savoir comment atteindre mes objectifs. Donc, j'ai rencontré 8 entrepreneurs à qui j'ai posé plusieurs questions afin de savoir s'il y a un dénominateur commun dans leur ADN. Êtes-vous prêts à embarquer dans ce voyage avec moi à la recherche d'informations et d'inspiration? Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts. We are expecting some turbulence. Thank you. Attention, la direction décline toute responsabilité en cas de changement de mindset. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je rencontre Laurent Schmitt. J'ai découvert le parcours de Laurent lors de la Journée de l'Audace en 2023. Tu y étais en tant que conférencier pour partager ton parcours atypique et inspirant. Dans les grandes lignes, peu de personnes ont cru en toi et pourtant, aujourd'hui, tu as 30 ans et tu es rentier. Autodidacte, tu as investi depuis tes 23 ans, donc depuis 2012 exactement, et aujourd'hui, en plus d'être propriétaire de dizaines de biens différents, immeubles, commerces, affaires, investissements, que tu gères en véritable chef d'entreprise, tu es également formateur, coach, conférencier, tu animes une émission qui s'appelle le Maguimo sur LN24 et tu es auteur du livre L'école ne forme pas les millionnaires. Alors dis-moi Laurent, quel a été le premier petit pas qui t'a permis d'atteindre tes objectifs ? Alors le premier petit pas qui a permis d'atteindre mes objectifs était, dans mon cas, si je parle d'entrepreneuriat, c'était de me prouver que c'était possible de devenir propriétaire avant mes 30 ans. Ça, c'était quelque chose qui, à l'époque, semblait un petit peu impossible. Quand je parlais autour de moi, soit il fallait avoir beaucoup d'argent ou des parents qui étaient là pour suivre derrière. Il fallait un CDI, quelque chose que je n'ai jamais eu dans ma vie. J'ai travaillé en tant qu'apprenti, puis j'étais en CDD, puis finalement, j'ai perdu mon emploi, je me suis retrouvé indépendant. Et donc, je me suis dit, j'ai une première mission par rapport à moi-même en tant qu'entrepreneur, ce serait d'acheter un premier bien avant mes 30 ans. J'ai lancé les démarches, donc j'y ai pensé depuis mes 20 ans, puis j'ai signé mon premier bien, j'avais 23 ans. J'entends que tu parles de ta mission qui a été d'acheter ce premier bien et une question me vient à l'esprit, justement, on entend beaucoup parler dans l'entrepreneuriat de mission, vision et stratégie. Et je me demande, est-ce que tu avais une vision avant de commencer ? Alors, je n'avais pas la vision en ce qui concerne l'immobilier. Par contre, c'est clair que depuis que j'étais tout petit, je me suis dit, à un moment, moi aussi, j'ai droit de réussir quelque chose. Je n'étais pas très bon à l'école, ce n'était pas mon truc, mais je me suis dit, c'est pas grave. Un jour, je pourrais réussir certaines choses. Quand j'ai commencé à investir, je me suis dit, OK, devenir propriétaire d'un bien, on m'a dit que c'était impossible et finalement, c'est possible. Qu'est-ce qui m'empêche finalement de me mettre un challenge? Et là, c'était uniquement personnel, de me dire, je serai propriétaire de 10 logements avant mes 30 ans. Et là, pareil, autour de moi, on me dit, mais c'est impossible, tu n'y arriveras jamais, tu n'as toujours pas plus de fonds propres, tu es jeune indépendant, tu viens d'acheter ta première maison, tu as déjà plus de travaux que ce qui était prévu. Et quand j'avais une idée en tête, et c'est encore le cas maintenant, mais pas ailleurs. Dans ton livre, tu expliques que tu as toujours travaillé et même pendant que tes amis s'amusaient. Peux-tu nous expliquer ce qui t'a motivé, surtout à cet âge-là, à générer de l'argent plutôt que de le dépenser ? Souvent, le mot travail, on l'associe à quelque chose de négatif, quelque chose de contraignant. Alors moi, je travaille depuis mes 6 ans. À l'époque, j'ai très vite compris qu'il y avait moyen de faire du commerce et que les adultes aimaient quand même soutenir les jeunes, voire très jeunes, j'avais moins de 10 ans. Ils vont m'acheter les choses, même si ce que je vendais n'avait absolument aucune valeur, mais juste pour encourager le geste. C'était pas réellement du travail, c'était un peu de l'amusement qui me rapportait à l'époque un peu d'argent. Et je pense que tout de suite, j'ai eu un peu la faculté de me dire, le travail, finalement, plein de gens n'aiment pas ça. Mais moi, le fait de même jeune, faire des choses qui m'amusent, me rapportent de l'argent. Et puis j'ai toujours vu aussi mon père travailler après journée, il faisait des trucs qui lui plaisaient bien. Il n'y a pas cette connotation négative du mot travail égale souffrance. J'ai des semaines assez bien remplies, on dit souvent que j'ai un agenda de ministre, et pourtant j'ai jamais la pression de travailler. C'est impressionnant des fois quand je vois les gens autour de moi qui n'aiment pas ce qu'ils font, que c'est compliqué parce que pour eux le travail est quelque chose de négatif et qui ne sert que à ramener de l'argent. Moi c'était un peu l'inverse. Et donc tu penses que c'est aussi lié à ton environnement familial, l'éducation que tes parents t'ont donnée ?
Je pense que mon éducation a dû jouer. Alors, j'ai 2 frères qui ne sont pas du tout dans le même mindset que moi, qui ne sont pas du tout entrepreneurs, qui ont une vie beaucoup plus classique, traditionnelle, j'ai envie de dire, sans aucun jugement de valeur. Et mon père, je le voyais travailler, reformater un PC, réparer un meuble. Je voyais mon père épanoui dans ce qu'il faisait. Je sais pas, il y avait quelque chose de positif. Et donc, peut-être que de là, c'est venu. Mes parents m'ont pas dit, il faut aller travailler, c'est gai, c'est agréable, lève-toi le matin à 7h et va travailler jusqu'à 22h. J'ai pas eu cette éducation-là non plus. Par contre, on m'a toujours bien fait comprendre que si je ne travaillais pas, je pouvais rien réaliser dans ma vie. Mes parents sont tous les deux modestes, ma mère est mère au foyer. Il y avait qu'un salaire pour 2 personnes. On n'était pas du tout en train de dire profite tranquillement, ta retraite est assurée. Non, il fallait travailler pour gagner de l'argent et réussir ma vie. Quels sont les défis que tu rencontres et comment fais-tu pour les surmonter? Déjà, de faire face à tous les problèmes, c'est jamais agréable. Ça peut faire mal, ça peut coûter de l'argent, ça peut faire perdre beaucoup de temps. Plutôt que de me dire ah merde, voilà tout ce qui va arriver, j'avais cette faculté de me dire derrière ok, qu'est-ce que je ne ferai plus? Mais qu'est-ce que ça va me permettre d'apprendre? C'est quelque chose que j'utilise pour tout. Et pas que professionnellement, même dans ma relation amoureuse. Plutôt que de me dire, ça va pas du tout, je me disais, ok, ça va se régler. Mais qu'est-ce que je ferai derrière qui fera que ce problème-là n'arrivera par contre lui plus jamais? Quel est le trait de ta personnalité qui t'aide le plus dans ta carrière? Me rendre compte que tout est possible. Je suis quelqu'un qui est ultra terre à terre, mais tout ce qui me semble réalisable dans la vie me semble possible. Et c'est ce qui m'a toujours aidé à avancer. Je me rappelle quand j'avais 15 ans, j'étais à Liège et il y avait une belle grosse Lamborghini, voiture à plus ou moins 250-300 000 euros. J'ai 15 ans et je disais à mes potes ça, je vais l'avoir pour mes 40 ans. Et je me dis c'est possible d'acheter ça. Parce que si ça a une valeur financière, je veux dire c'est possible d'acheter ça. Sinon pourquoi il serait là devant moi si c'est pas possible d'avoir ce bien-là? Et là encore une fois, l'entourage, les gens disent mais non, c'est impossible. Mais dans ma tête, c'est pourquoi est-ce que la personne qui détient ce véhicule, c'est possible pour elle et ça l'est pas pour moi. Et donc je me suis toujours dit que j'aurais cette voiture pour mes 40 ans. Alors j'ai eu 30 ans, j'ai eu les moyens, la possibilité de me l'offrir. Finalement ça m'intéressait plus parce que les rêves et l'envie avaient évolué. Finalement, j'aurais même pas dû attendre d'avoir 40 ans pour pouvoir m'offrir cette voiture, alors qu'à 15 ans, j'avais pas du tout la notion de l'argent, mais par contre, c'est possible. Et est-ce que tu as une routine, quelque chose que tu fais tous les jours dans ton quotidien? Plusieurs. Alors, je suis malheureusement pas ce genre de coach qui dit oui, je me lève à 6h30 du matin, je fais une demi-heure de sport, je fais du yoga, je mange 3 bananes et je vais aux toilettes à 16h12. Non, j'en ai essayé plein. J'ai essayé certaines méthodes, mais qui ne me convenaient jamais. Les petites routines que j'ai, c'est que j'essaie de faire du sport 2 fois par semaine, de manger sainement, je fais attention, mais c'est pas pour autant que j'ai une vie drastique avec énormément de contraintes. Non. Il n'y a pas réellement une routine qui est installée où je me lève à cette heure-là et je vais dormir à cette heure-là. Pas du tout. Je vis ma vie à 100 à l'heure. Actuellement, la routine, celle que j'ai pour l'instant, c'est que j'essaie de travailler les matins, tout ce qui est la partie administrative. J'ai, depuis très peu de temps, changé pas mal de choses dans ma façon de me comporter à tout ce qui est connecté. Donc, je ne veux plus avoir des emails sur mon téléphone, par exemple. Je ne veux plus être dépendant de tout ça. Toutes mes notifications, tout ce qui est lié aux réseaux sociaux est désactivé. Donc, si je veux les voir, c'est moi-même qui active l'envie d'aller dessus. Quelque chose que je fais aussi depuis quelques années, c'est que je ne réponds plus au téléphone pour les numéros que je ne connais pas. Ils arrivent sur ma boîte vocale qui dit gentiment qu'elle ne prend pas les messages, mais qui peuvent m'envoyer un mail. Et si je trouve ça pertinent, moi j'y répondrai derrière. Ça interpelle certaines personnes, mais je ne veux pas être dérangé en perpétuelle déconcentration pour des choses qui ne me parlent pas. De mon côté, j'utilise Newfeed Eradicator sur PC. Je ne pense pas que ça existe sur smartphone. En fait, c'est une application qui permet de bloquer les parties les plus addictives des réseaux sociaux, celles où justement on scrolle bêtement pendant des heures. Et donc, ça les remplace par une citation inspirante et c'est vraiment pratique pour éviter les distractions et rester focus. Cela me permet de rebondir sur la prochaine question. Utilises-tu un outil de productivité en particulier? Actuellement, celui que j'utilise le plus, c'est Google Drive. Je le connaissais depuis des années, mais je ne l'exploitais pas du tout. Je travaillais vraiment à l'ancienne. À l'époque, je mettais dans une boîte pour les factures de mes différentes sociétés. Et puis, moi, je prenais une journée énorme sur le mois à devoir tout scanner parce que je ne voulais pas déléguer ça. Je perdais un temps fou. Puis, j'envoyais tout chez mon comptable avec un outil que lui-même avait décidé d'utiliser. Puis, on se rendait compte qu'il y a quand même des documents perdus pour finalement me dire, OK, ton outil n'est pas fiable, n'est pas compétent. Et là, j'ai directement pris quasiment le plus gros des abonnements et j'ai tout transféré sur un cloud. Et ça m'a facilité la vie. Il n'y a plus aucun document qui est perdu. Actuellement, c'est l'application que j'utilise le plus et qui a littéralement facilité ma vie. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire L'école ne forme pas les millionnaires? Alors, le livre, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis des années. Ayant cette grosse lacune de ne pas savoir écrire sans faire de fautes d'orthographe, je me mettais une barrière. Tu ne vas pas écrire un livre. Dès que tu vas demander à quelqu'un de pouvoir le relire, cette personne va te dire « Mec, c'est bien, tu as créé des sociétés, mais tu ne sais toujours pas faire une phrase sans faire 5 fautes. » Et donc, il y avait cette frustration uniquement personnelle parce que je n'en ai pas parlé à beaucoup de monde. Et puis, à un moment, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me dis « Allez, je vais écrire un livre. » J'ai un profil qui est assez atypique. Quand j'étais plus jeune, on m'a toujours dit que j'allais rien réussir.
Ben là, même si je vends 2 exemplaires, il y aura quand même 2 personnes qui auront pris l'initiative d'elles-mêmes d'acheter ce livre et de vouloir en savoir un peu plus sur moi. Et je me suis dit, dans ce livre, ça va parler de mon évolution, d'un gamin sur lequel personne ne misait, à cet entrepreneur qui a, aux yeux de la société, a bien réussi. Pourquoi ça arrivait? Comment? Quelles ont été les différentes difficultés? Parce que maintenant, les gens voient que la réussite, la facilité, le fait de pouvoir voyager, d'avoir une belle voiture, une belle maison, tout ce qui va avec. Mais les gens oublient, ça fait déjà d'une dizaine d'années et qu'il y a eu beaucoup de problèmes avant. Et ça, je voulais aussi en parler dans le livre pour dire, tu veux te lancer dans un business, ne crois pas que ça va être facile, mais fais-le parce que ça va changer ta vie, ça va être ultra positif. Arrête de regarder les vidéos sur Internet qui disent que tu vas devenir milliardaire en 3 clics et en dépensant 59 € pour une formation. Non, il faut travailler. Dans mon cas, il faut 7 ans pour devenir libre financièrement grâce à l'immobilier, ce qui est très court. Et en même temps, quand tu commences, mais 7 ans, c'est super long. Et maintenant, ça fait plus de 10 ans que j'investis dans l'immobilier, toujours aussi exponentiel et c'est incroyable. Quel est ton rapport avec l'argent? Donc à l'époque, je lance mon premier business, j'ai quelques milliers d'euros, il n'y a vraiment rien derrière. Mes parents me disent, écoute, tu as 2 frères, il faut que ce soit équitable. Si tu veux faire ton business, on sera là pour t'aider avec du temps, de l'énergie, te rassurer, mais ce n'est pas nous qui allons commencer à financer tes frais de notaire. Le début, il n'y a pas de pognon. Et justement, c'est là où je me suis dit, vu tout ce que je veux accomplir, moi je veux faire tous les pays du monde, je veux chaque mois être dans un pays différent. Donc il faut de l'argent. Ce serait bien qu'on puisse claquer des doigts et qu'on se retrouve dans un autre pays, mais non, la réalité, c'est pas ça. Et donc, quand j'ai commencé, c'était plus, si tu veux y arriver, tu vas être le seul à pouvoir faire en sorte d'y arriver. Quand j'étais plus jeune, je disais à tout le monde, si je dois devenir millionnaire, je le serai par mes mains. Je ne vais pas le devenir grâce à un ticket. Alors, joue si tu veux jouer et si tu crois à la chance, fais-le. Mais si tu crois en tes projets, tu vas peut-être devenir beaucoup plus riche que ce que ce ticket va t'apporter, riche de sens. La vie que j'ai maintenant, je la trouve extraordinaire. Et c'est pas pour une question de chiffres, d'avoir cette liberté de temps, de mouvement. Je suis convaincu que demain, si je donne 1 million d'euros à 15 personnes que je croise dans la rue, je les revois 2 ans après. Il y a 9 sur 10 qui sont soit en cure de désintox, d'autres qui auront mis des investissements dans n'importe quoi et juste parce qu'on leur avait dit que c'était rentable, ils vont investir dans certains pays un peu émergents où on a l'impression que ça va être l'Eldorado. Et puis il y a l'autre personne qui aura toujours son million parce qu'elle aura peur de lancer quoi que ce soit. Quand on a une bonne idée, cette envie vraiment de faire des choses, même avec 1 000 €, tu peux commencer à faire de grandes choses. Demain, si je devais repartir de zéro, je suis convaincu que je vais pouvoir faire 2 à 3 fois plus que ce que je n'ai fait maintenant en 10 ans. Parce que maintenant, j'aurai les connaissances. Donc je me retrouve avec les mêmes fonds propres de l'époque, mais avec les connaissances de maintenant. C'est exponentiel. Les gens qui pour l'instant n'ont pas forcément les connaissances, mais qui ont déjà un petit peu de liquidité, moi je les encourage à investir. Prends le temps de lire 5, 6, 10, 15 livres. Déjà avec mon livre, je donne pas mal de conseils pour investir dans l'immobilier, avec très peu de fonds propres. Et qu'on ne vienne pas me dire oui, mais les taux d'intérêt sont plus élevés. À l'époque, c'était facile. À l'époque, quand j'ai investi, on m'a dit que c'était impossible. Maintenant, je dis à tout le monde, c'est possible, mais tout le monde n'y arrivera pas. Ça, c'est clair. Quels sont les 3 conseils que tu donnerais à quelqu'un qui débute en tant qu'indépendant? Entoure-toi des gens qui ont ce que tu veux. Ça, c'est la première chose. Si tu veux réussir dans n'importe quel business, tu veux être boulanger, prends le temps d'aller parler avec ton boulanger. Alors, va pas ouvrir un commerce juste à côté de chez lui non plus après, mais prends le temps vraiment d'être entouré des gens qui ont ce que tu veux. Fais-toi une to-do des choses que tu comptes mettre en place, même si tu n'as pas encore les moyens. Je reprends l'exemple de la boulangerie. Si ton projet, si un de tes rêves d'avoir 4 boulangeries en Wallonie, note-le sur un papier. Mets en place des petites actions à faire, voir tes concurrents, qu'est-ce qui marche bien chez eux. Le troisième, c'est de commencer le plus tôt possible. Je connais des gens qui ont 17, 16 ans, qui disent moi, je veux lancer une entreprise. Lance-toi. Si tu ne peux pas le faire au début, associe-toi avec quelqu'un de plus âgé, tes parents. Lance-toi. N'attends pas d'avoir suffisamment d'argent de côté, un licenciement, sauf si tu as des indemnités qui vont avec. Attends de l'avoir, ça sera quand même plus confortable. Mais n'attends pas d'avoir ton deuxième enfant, d'avoir un âge bien spécifique où c'est le moment où j'ai vu dans un livre, il fallait faire la transition. Non, si tu veux faire quelque chose, lance-toi. Dans le pire des cas, si ça se plante, tu redeviendras salarié et c'est pas grave. Tu étais dedans pendant des années. Si ça fonctionne, tu deviens auto-entrepreneur et tu lances ton business. Si ça marche pas, tu retournes salarié. J'ai encore une question pour toi. Quel sera ton prochain objectif, ton prochain pas? Quelle est la suite de tes aventures? Là, la suite, c'est très clair. Je vais me laisser guider par ce que j'ai envie de faire encore plus qu'avant. Cette année-ci, tout particulièrement, je me suis dit que j'allais vraiment être cool. Donc, je suis très fier et très content de ce que j'ai mis en place. J'ai pas envie de me dire que pour être encore quelqu'un, l'année prochaine, je dois avoir encore acheté plus d'immeubles, avoir encore plus gros chiffre d'affaires dans ma société, encore plus d'abdos. Non, j'en ai pas, mais j'ai, à mon sens, plus rien à prouver à qui que ce soit. J'ai pas envie de me mettre ces règles. Et l'année prochaine, c'est quoi? L'année prochaine, il n'y a pas de challenge justement. Donc mon plus gros challenge cette année,
c'est de psychologiquement ne pas m'en mettre. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Si ce n'est pas encore le cas, je vous conseille de découvrir le livre de Laurent Schmitt, L'école ne forme pas les millionnaires. Vous y découvrirez des tuyaux pour investir dans votre premier bien et également une source d'inspiration en termes de développement personnel. J'ajoute le lien dans le descriptif de l'épisode ainsi que les différents réseaux sur lesquels suivre Laurent. Donc si je récapitule, tes premiers petits pas en tant qu'entrepreneur sont croire en soi et avoir foi en sa réussite, s'amuser, agir, persévérer pour atteindre ses objectifs, apprendre des difficultés et en faire des leviers, savoir s'entourer et enfin oser se lancer. La semaine prochaine, nous serons déjà au 4e épisode et ce sera au tour de la pétillante Bernadette Pag de nous dévoiler ses premiers petits pas en tant qu'entrepreneur. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire vos impressions et si vous avez encore trouvé de nouvelles similitudes entre ces entrepreneurs. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes et pourquoi pas le partager autour de vous. Vous êtes curieux de savoir quels seront les prochains petits pas et s'il y a un dénominateur commun entre ces différents entrepreneurs? Alors je vous invite lundi prochain à la recherche d'informations et d'inspiration. Nous vous prions de bien vouloir rester assis et attaché jusqu'à l'extraction du signal correspondant et l'arrêt complet de l'appareil. Nous vous prenons à présent congé de vous, espérons que ce vol vous a plu. Au nom de votre équipage, merci beaucoup et au revoir.